Eh bien bonjour chers amis auditeurs et auditrices, ravis de vous retrouver. Notre rendez-vous fidélité. Aujourd'hui nous allons vivre une histoire qui résonne comme une invitation au voyage, mais pas seulement. C'est le récit d'une famille qui a osé rêver plus grand que son quotidien, qui a choisi de quitter le confort de la vie pour aller explorer le monde avant de se réinventer complètement en reprenant une fromagerie. Une histoire qui nous rappelle que parfois le plus beau des voyages est celui qui nous ramène aussi à l'essentiel. Et pour nous en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Kittori et Antoine Dubon. Bonjour à tous les deux. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Il y a encore quelques années, notamment vous, Antoine, vous étiez cadre dans une entreprise. Kittori, vous évoluez dans un tout autre domaine professionnel, mais ensemble, avec les enfants, vous avez parcouru près de 40 000 km à travers le monde, avant de finalement poser vos valises dans le Cantal pour devenir fromager. Alors on va prendre le temps d'explorer un petit peu ce quotidien qui est loin d'être commun. Bienvenue dans notre rendez-vous fidélité. Le rendez-vous fidélité. L'aventure de ce grand voyage, elle débute en 2018, mais avant cela, votre vie professionnelle, bien, on ne peut pas spécialement dire qu'elle vous prédestine à tout plaquer pour partir en voyage. Antoine Kittori, racontez-nous un petit peu à quoi ressemblait votre vie avant de vous lancer dans cette grande et, excusez-nous de le dire comme ça, vu de l'extérieur, un petit peu folle aventure. Ouais, je crois que c'est une vie qui, avec une certaine forme de banalité, dans laquelle plein de gens peuvent se retrouver. Une vie quand on a entre 30 et 35 ans, où on a enchaîné plusieurs années de vie, on a fait ses études, on a fait un premier boulot, puis un deuxième, puis un troisième. Moi, j'avais fini par basculer dans le monde de l'entrepreneuriat, donc beaucoup investi dans le monde des startups et donc très emballé par cette vie professionnelle passionnante, nourrissante, voilà, mais qui avait aussi ces quelques tiraillements, on en parlera peut-être après. Bien sûr. Kittori, vous pouvez nous raconter pour vous justement qu'est-ce qui fait germer un petit peu cette envie-là? Oui, moi de mon côté, donc j'étais infirmière, voilà, de formation. Donc je travaillais à l'époque dans un bloc opératoire, dans une petite clinique privée. Et de mon côté, on avait aussi 3 enfants. Donc j'ai interrompu ma carrière professionnelle avec les grossesses, les congés mat, etc. Voilà. Et donc je suivais les aventures de mon mari professionnel, qui avait un rythme un petit peu trop soutenu à cette époque, un petit peu trop dense. Donc en fait, une vie classique de pas mal de cadres urbains, comme il y en avait plein à l'époque et il y en a encore toujours. Justement, parce que quand on parle de cadre urbain, on peut se dire que ça peut jouer. On a tous un moment ou un autre, un moment dans la vie où on se dit un soir, ça serait chouette si on envoyait tout promener et qu'on se lançait dans toute autre chose. Mais bon, entre se le dire un soir et si on partait et puis prendre réellement cette décision de tout envoyer promener et se réinventer ailleurs, il y a quand même un pas à faire. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles ont été les étapes qui vous ont amené à prendre cette décision et comment est-ce qu'on fait face aux nombreux doutes qui doivent s'inviter aussi sur ce chemin-là? D'abord, je pense que c'est important de dire que c'est pas une pulsion de tout envoyer promener qui vient d'un seul coup et on décide de se réinventer. En tout cas, pour notre expérience, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui mûrit progressivement au cours des différentes années qui précèdent ce grand départ. Je crois qu'il y a 2 choses. Il y a déjà un désir et un rêve un peu profond. Et puis, il y a ensuite une prise de conscience, un moment de se dire, mais tiens, on en est où sur notre trajectoire de vie? Et ces 2 points qui se rencontrent font basculer vers une prise de décision, de se dire, peut-être on choisit de vivre autre chose. Et la prise de conscience, je vais laisser peut-être Kittori parler de ce qui nous animait plus profondément depuis longtemps. Ouais, on avait toujours rêvé avec Antoine. Après notre mariage, on s'était dit un jour on partira vivre une expérience qui nous sortira un petit peu de notre quotidien
Et on avait toujours eu le désir, voilà, de partir loin, longtemps, on ne savait pas trop, et d'aller vivre autre chose que notre quotidien, on va dire, européen, quoi. Et en fait, on avait fait l'expérience ces dernières années. On aimait beaucoup partir avec un 4x4 et un autre 4x4 et une tente de toit. Et on partait en France se passer des petites vacances, des longs week-ends avec les enfants. Et on partait au milieu de nulle part, là où il n'y avait pas de réseau. Surtout, on voulait couper nos téléphones, on voulait sortir de notre quotidien, se couper vraiment du monde, entre guillemets, pour voilà, être en famille et vivre des temps complètement privilégiés avec les enfants. Donc, un peu en mode baroudeur. Voilà. Donc, on a fait plusieurs expériences dans notre très belle France. Et puis, un jour, je me souviens, on rentrait donc à Nantes, à l'époque, on habitait. Et on rentrait d'une semaine de bivouac comme ça, un peu sauvage et tout. Et on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça va être dur de reprendre le chemin du boulot lundi matin. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui nous empêcherait finalement de partir plus loin et plus longtemps. Et en fait, voilà, entre guillemets, ce oui, il est né ce soir-là quand on est rentré à 21h à Nantes et qu'on allait reprendre le boulot le lendemain. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à se dire, bah, ok, allons-y et en fait, vivons notre rêve parce qu'on en crève d'envie, quoi. Et comment on peut mettre en place ce désir de partir plus loin et plus longtemps pour vivre cette expérience forte en famille dont on avait tant besoin à l'époque parce que notre rythme de vie familiale n'était pas ajusté par rapport à ce qu'on souhaitait et n'était pas très sain. Voilà. Je pense que c'est du coup le deuxième point, de prise de conscience à un moment, de se dire, bah, en fait, on a un tiraillement entre les valeurs qu'on veut vivre et puis celles qu'on vit vraiment, notamment dans l'environnement professionnel. Le rythme de vie, notamment professionnel, qui est alors certes passionnant, mais qui est débordant et qui laisse plus de place pour le reste. Et donc, voilà, cette prise de conscience, et puis en parallèle, ce qui germe tout doucement en se disant, bah, voilà, on a depuis longtemps dans le cœur de vouloir vivre une expérience un peu loin de nos bases, qui nous fasse voir d'autres réalités du monde. Tiens, on expérimente un mode de voyage et de découverte et de rencontre qui est intéressant. Et voilà. Et là, la croisée de tous ces chemins, à un moment, nous fait dire, mais est-ce que ça ne serait pas maintenant, et via ce mode de transport, de vivre ce temps un peu, de faire ce pas de côté de notre vie. On reviendra tout à l'heure sur le moment où la décision est réellement actée et que par exemple, parce que j'imagine qu'il a fallu forcément en parler un petit peu aux enfants, mais autour de vous, vos proches, vos amis, quand cette réflexion devient un petit peu solide, on en parle tout de suite, on attend de véritablement construire la chose pour le présenter. Comment les gens réagissent dans votre entourage ? Alors les enfants à l'époque, ils étaient quand même très très jeunes. Notre aîné, quand en gros, entre le moment où on s'est dit oui et puis on va faire ce projet et puis le moment où on est parti, il s'est passé 1 an. Voilà. Et donc au moment du départ, notre aîné a 5 ans, les autres donc sont plus petits encore. Donc la question de préparer les enfants, finalement, ça n'a pas été trop véritablement un sujet puisque on est parti du principe que voilà, les enfants, tant qu'ils sont à côté de leurs parents, ils sont heureux, ils sont contents, et surtout à cet âge-là. Donc finalement, ce n'était pas le sujet le plus difficile. Je pense que là où ça pouvait être plus compliqué, c'était plutôt dans l'environnement professionnel. Voilà, quand vous êtes engagé à divers titres auprès de plein de gens, voilà, il y a ça qui nous tiraillait pas mal. Et puis effectivement, les familles. Et en fait, on s'est dit que si on commençait à en parler autour de nous, on aurait plein de gens qui seraient complètement inquiets pour nous. Et donc, ça risquait d'être un frein. Et voilà, donc on a attendu la dernière minute pour l'annoncer. On l'a annoncé le 7 juillet, je crois, et on est parti le 14 septembre. Donc en fait, on était tellement engagés dans le projet que c'était plus possible de faire marche arrière. Et donc, personne, malgré les bons ou les mauvais conseils, aurait pu nous faire demi-tour. Voilà. Ils le prennent bien quand vous leur annoncez on va partir ? Nous connaissant, ils sont à moitié surpris. Surtout sur le côté un peu, vous avez fait vos plans en douce et on n'a rien vu depuis 1 an, ils n'en revenaient pas.
globalement, tout le monde est enchanté par l'aventure qui s'ouvre à nous. Beaucoup comprennent. Je pense qu'il y a un petit peu pour certains, il y a peut-être un petit peu de waouh, vous êtes complètement tarés. Peut-être un peu de jalousie aussi, genre ils vont le faire en plus. Et puis pour nos parents, beaucoup d'émotions parce que c'est 1 an et demi. Enfin, on est parti 18 mois, donc c'est 18 mois sans voir les enfants, les petits-enfants. Donc voilà, un petit peu d'appréhension de la part de nos mamans. Bien, forcément. Mais heureusement qu'on ne l'a pas annoncé plus tôt. Enfin, ça, c'est vraiment notre histoire et à chaque voyageur son histoire. Mais voilà, je pense que nous, ça aurait pu comme l'a dit Antoine, nous freiner ou se dire non, c'est pas le bon moment. En fait, c'est jamais le bon moment. Donc, oui, c'est pas faux. Antoine, vous étiez entrepreneur, vous à ce moment-là, vous aviez des associés avec vous. C'est facile d'annoncer aux 2 personnes avec qui on a monté une affaire que bon, je vais vous laisser là pour le moment. Alors non, c'est difficile. Il se trouve que la vie vous réserve des surprises. Quand on est à l'été 2017 avec Kitry, on se dit voilà, ça serait vraiment vraiment chouette qu'on puisse partir en septembre 2018. Et donc du coup, ça veut dire 1 an, en tant que dirigeant d'entreprise, de commencer à préparer vos affaires, vos dossiers, déléguer, organiser, etc. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de pas facile. Et puis je commençais tout doucement à me dire en fait partir en septembre 2018 ça sera vraiment impossible, probablement qu'il faudra reporter de 6 mois ou peut-être 1 an ce départ. Et puis voilà, finalement au printemps 2018 voilà, on met à plat un certain nombre d'éléments de stratégie d'organisation avec mes associés et voilà, et à ce moment-là on se dit en fait, il faut peut-être qu'on revoie un peu la question de la gouvernance et de la direction de cette structure. L'occasion pour moi de pouvoir plus facilement faire un pas de côté. Et en fait, d'un seul coup, tout s'éclaire, tous les feux sont au vert et tout est facile. Et donc, du coup, c'est la possibilité de pouvoir vraiment faire ce pas de côté dans la gestion d'entreprise, de leur confier la suite de cette entreprise, pouvoir, moi, me mettre en retrait. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire pouvoir partir en septembre, comme prévu. On imagine qu'il doit y avoir peut-être, vous allez nous le dire, une forme de peur de l'inconnu. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce que absolument pas? Est-ce qu'il faut apprendre à l'apprivoiser? On doit quand même forcément se poser des questions à partir du moment où c'est réellement concret avant de rentrer dans le dur de la préparation du voyage. Il doit y avoir un petit moment entre 2 eaux, non? En fait, je pense que c'est vraiment il y a un voyage avant le voyage. Et donc, autant le voyage, il fait avancer, il fait réfléchir, prendre du recul. Mais à la période qui précède le voyage, on démarre déjà le voyage dans la période de préparation. Et il y a déjà un cheminement. Et pour nous, le cheminement, ça a été un détachement progressif. Détachement par rapport aux choses, aux engagements et aux situations. Et je me souviens très bien par rapport aux questions entrepreneuriales, de m'être dit, non, en fait, je vais quand même garder mes liens et mes relations avec cette entreprise. Je vais rester actionnaire de cette entreprise et puis je reviendrai après. On a pensé la même chose pour les questions immobilières, pour la question des écoles des enfants, etc. Et puis, progressivement, on s'est dit, non, en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'en rentrant du voyage, probablement que notre état d'esprit, notre cœur aura un peu changé. Et on risque de revenir en devant reprendre tous les engagements qu'on avait avant. Et souvent, c'est un peu comme si notre pied avait grandi et qu'on était obligé de remettre les mêmes chaussures après. Et forcément, ça fait un peu mal aux pieds. Voilà. Et donc, progressivement, on s'est dit, non, ok, on va lâcher en fait, voilà, les questions immobilières, on va lâcher les questions d'inscription des enfants dans des écoles un peu particulières, on va lâcher les engagements professionnels. Et comme ça, on se donne la possibilité de repartir d'une feuille blanche. Ça veut dire lâcher toutes ces sécurités et ça veut dire dans 18 mois, quand on revient, on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà. Mais c'est vraiment progressif et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous l'avez tous les deux, ce moment-là, entre guillemets,
vécu de la même façon? Parfois, dans un couple, on n'avance pas toujours aussi à la même vitesse. Est-ce que vous étiez et l'un et l'autre en harmonie? Est-ce que vous avez traversé un petit peu les mêmes phases au même moment? Ou est-ce que justement, l'un pouvait venir renforcer l'autre sur les moments qui pouvaient peut-être être un petit peu plus... je ne sais pas si on peut parler des difficiles, parce que quand on vous écoute, effectivement, ça n'a pas l'air d'être si terrible que ça. Mais comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé? Je crois que ça a été, on l'a dit, et c'est vraiment comme ça, en tout cas dont je me souviens, ça a vraiment été très progressif. Et il y a eu, voilà, on va dire qu'il y a eu des jours où on a avancé facilement, et puis des jours où c'était plus dur pour l'un ou pour l'autre. Et on a beaucoup échangé. Et on s'est surtout entouré de beaucoup d'expériences de voyageurs, et notamment de familles de voyageurs qui étaient partis aussi avec des jeunes enfants, et qui ont pu nous témoigner voilà, comment s'est passé leur voyage, et puis aussi comment a été le retour. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a aidés à se dire que l'impression du démarrage, de se dire ça serait bien qu'on lâche le plus possible pour pouvoir ensuite repartir à zéro, entre guillemets, quand on rentrera, je pense qu'elle a été confortée par le fait d'expériences de voyageurs voilà, qui avaient vécu ou pas des choses similaires. Et, voilà. Et on voyait les tiraillements de certains qui devaient reprendre leur boulot, qui avaient juste été en pause pendant un an, qui devaient vraiment voilà, reprendre leur vie d'avant, et combien en fait c'était difficile pour eux de reprendre cette vie d'avant, parce que finalement le voyage leur avait donné des nouveaux désirs, quoi. Voilà. Donc en voyant aussi cette expérience, on s'est dit voilà, ce qu'on avait dans le cœur, c'est vraiment il faut vraiment se faire confiance et allons-y. Mais c'est vrai qu'il fallait assumer aussi le fait, parce que c'est assez incompréhensible pour les gens autour de nous. Donc on a dit, on part, dans 2 mois on est parti, mais en fait du coup on a vendu la boîte d'Antoine, c'est fini. Moi j'ai démissionné de mon boulot, les écoles des enfants c'est pareil, c'est fini. On n'est pas sûr de pouvoir réintégrer cette école si on revient sur Nantes, etc. Enfin, et ça les gens comprenaient pas. Ils disaient mais vous êtes tarés, quoi. Vous êtes tarés. C'est pas prévu, je vais me mettre en retard, mais c'est pas grave parce que je suis quand même vraiment curieux. À l'école, alors certes ils sont jeunes, donc forcément c'est pas la même chose que si on est face à des collégiens ou des lycéens, mais même à cet âge-là, je serais curieux de savoir comment réagit l'établissement scolaire quand vous leur dites voilà, merci, au revoir et bonne journée. Ouais, ils ont été super. L'équipe enseignante de la Chapelle-sur-Erdre, on habitait, a été vraiment super compréhensible. Ils nous ont beaucoup soutenus et accompagnés. Alors voilà, notre aîné rentrait en grande section quand on est parti, donc il y avait la grande section et le CP pour lui, donc qui était quand même un peu décisif. Et puis les 2 plus jeunes, voilà, étaient encore en maternelle. Et ils nous ont vraiment soutenus dans le choix de comment faire l'école en voyage. C'est pas l'école à la maison, mais c'est l'école en voyage. Et puis on est resté en lien aussi très fort avec l'école pendant ces 18 mois. Voilà, donc on a posté des vidéos pour les classes des enfants. Les enfants ont écrit, je ne sais plus très bien ce qu'on a fait, mais voilà, il y a quand même eu des petits échanges avec les copains de classe et surtout les maîtresses qui étaient ravies de pouvoir. Ah oui, si, il y avait eu une carte dans une des classes, dans la classe de Maxence, elle avait pris une carte à gratter du monde, et à chaque fois qu'on arrivait dans un nouveau pays, elle faisait gratter aux enfants le pays où on était. Et voilà, et Maxence, c'est surtout Maxence qui a quand même eu pas mal de liens avec sa classe. Donc ça a été très chouette. Moi, j'ai souvenir d'un propos, je ne sais plus si c'était le directeur de l'école, mais qui nous a dit, mais quelle chance pour vos enfants. Donc profitez. Oui, puis ils ont été vraiment très cool. Ils ont littéralement embarqué au fond presque les petits camarades dans les bagages d'une certaine façon. Dans quelques instants, on va vivre avec Kitri et Antoine les premiers pas sur la route, ces moments qui changent une vie à jamais. Le récit de cette aventure extraordinaire, c'est à suivre dans le Rendez-vous Fidélité. Can you hear those bells of Christmas? Time to celebrate love and joy all around the world. I don't need presents, don't need garlands. I want to sing and dance, spend precious time with my friends. Nothing else will do. This is all I wish for me and you. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Hug for you.
Christmas. Time to celebrate love and joy all around the world. Don't need presents, don't need garlands. Want to sing and dance. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. Hug for you, hug for me, hugs for all of us. A hug is all I want for Christmas. This is all I wish for me and you. C'était le câlin de Noël à l'instant sur les ondes de Radio Fidélité. Le rendez-vous fidélité. Et nous sommes toujours en compagnie de Kittery et Antoine Dumont. Nous avons découvert comment est né un petit peu leur projet de voyage, leurs préparatifs. Place maintenant à l'aventure elle-même. Alors ces mois sur la route, on peut imaginer qu'ils ont quand même grandement transformé la famille, mais avant vraiment de prendre le temps, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur le premier jour, le moment où il faut fermer la porte de la maison ou la porte de l'endroit où vous êtes, parce que je ne sais pas comment ça se passe concrètement. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les émotions qui vous traversent à ce moment-là? Est-ce que c'est le genre de choses justement qu'on garde en mémoire ou au final c'est balayé par tout ce que l'on vit par la suite? Moi, je pense que je pourrais jamais oublier. C'était un 14 septembre. Il était 18h. Et donc, effectivement, on ferme la maison. On met la clé dans la voiture. Donc, nous, on a voyagé avec un 4x4 et une remorque, avec une tente sur la remorque. Et donc, on quitte la Chapelle-sur-Erdre ce 14 septembre à 18h. Et en fait, on se retrouve donc direction sud de la France voilà, pour faire une étape en Dordogne. Et en fait, à 18h, je me retrouve sur le périph' nantais. Et donc, je suis là avec... donc, Kittery était parti un tout petit peu avant parce qu'on devait se rejoindre pour les camions de déménagement. J'étais avec le camion de déménagement, moi. Et donc, moi, j'étais avec les enfants. Et je me retrouve sur le périph' avec toute cet horaire de sortie de bureau, le périph' qui est plein. Et je vois tous ces gens qui rentrent chez eux, qui sortent du boulot. Et je suis noyé dans cette masse-là, à l'arrêt, comme tout le monde. Et je me dis, et moi, je suis en train de partir pour rallier le sud du continent africain. Je suis complètement fou. Voilà. Ouais, mais ça fait un joli décalage, un contraste qui doit être relativement saisissant. Kittery, est-ce que vous pouvez nous raconter au bout de combien de temps vous avez, Antoine aussi bien évidemment, mais au bout de combien de temps vous avez trouvé votre rythme de voyage et comment s'organisent progressivement les journées? Est-ce qu'il faut quelques jours pour prendre le rythme, que les enfants prennent le rythme aussi? Ou est-ce qu'au fond, alors les enfants, on sait très bien qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est toujours surprenante, mais comment est-ce qu'on s'adapte à cette nouvelle vie? Oui, vous avez raison, Simon, il faut vraiment du temps, effectivement, pour découvrir ce rythme de voyage qui est vraiment qui nous demande d'avoir un nouveau rapport au temps. En fait, en voyage, tout prend du temps. On découvre, et encore plus quand on arrive dans des pays voilà, du sud, du grand sud. Tout prend du temps. Il faut penser à faire voilà, ses courses alimentaires. Il faut penser à se ravitailler en eau potable. Il faut trouver un lieu pour bivouaquer, donc pour se reposer le soir dans un lieu, voilà, un lieu sécurité, où il y a la sécurité. Le temps de monter sa tente, de faire sa vaisselle à la main, sa lessive à la main, enfin tout prend. Faire aussi un peu travailler les enfants. Voilà. Et c'est vrai qu'il nous a quand même fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même au démarrage des enfants pour les coucher. Il faut imaginer, on dort dans une tente tous les 5. Donc nous, on a un petit matelas en hauteur. Eux, ils sont en bas sur un matelas pneumatique qui a duré, je pense, 3 semaines et qui ensuite s'est crevé. Donc voilà, ça fait la foire. Bref, donc oui, ça prend du temps. Et il faut rester très zen parce qu'en même temps, on sait qu'on a des kilomètres un peu à défiler. Il faut aussi
vivre ce temps des rencontres qui sont fortuites. Et puis le temps du voyage au long cours et pas le temps qu'on a quand on est en vacances pendant 15 jours. C'est vraiment encore un rythme très différent. Et effectivement, ça nous demande de changer complètement de logiciel dans le rapport au temps. Il y a un moment dans les jours suivant le départ où on se dit mince, on a peut-être fait une bêtise. En fait, il faut imaginer que donc, on avait quand même 1 an pour préparer le voyage et heureusement qu'on avait 1 an parce qu'en fait, ça demande beaucoup de préparation. Et on est parti avec un équipement qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de tester. Donc, c'est-à-dire que notre remorque, elle nous a été livrée vraiment quelques jours avant le départ. Donc, on n'avait pas eu le temps de tester le frigo, les panneaux solaires, etc. Et donc, on a la tente qui était trop courte. Bref, et donc, on a essuyé au démarrage de notre voyage beaucoup d'aléas techniques qui, en fait, nous ont pas mal pris la tête. Parce qu'il y avait pas mal de choses qui ne marchaient pas. Et en fait, quand votre système d'eau potable, la filtration d'eau potable ne fonctionne pas, alors quand on est en Espagne, on se dit c'est pas encore trop grave, mais quand on sait qu'on va arriver bientôt au Maroc, on commence à flipper en se disant mais comment en fait on va faire pour avoir de l'eau potable pour nos enfants, sachant que c'est quand même hyper important. Voilà. Et en fait, il y a eu un changement dans comme disait Antoine, un changement de logiciel. On a fait un changement de logiciel. On a accepté pendant un temps de vivre un peu en mode dégradé. C'est comme ça qu'on se fait nommer entre nous. On a accepté pendant un temps de devoir trouver d'autres solutions que notre équipement avec lesquels on était parti et qui ne fonctionnaient pas et où on n'était pas en mesure de réparer tout de suite. Dans les premières semaines, on cherchait à chaque fois qu'on avait un truc qui ne marchait pas, on cherchait tout de suite une solution de réparation. On courait après des boutiques de pièces détachées, des garagistes, des trucs de camping-car, de tout ça. Et finalement, on dépensait un temps hyper important à maintenir le niveau d'équipement au niveau qu'on attendait, quoi. Jusqu'au moment où effectivement on s'est dit non mais c'est plus possible, quoi. Enfin, on peut trouver d'autres solutions. Oui, là aussi en fait c'est un lâcher prise au fond d'une certaine façon. Il faut accepter que ça va venir comme ça va venir. En fait, il y a eu un point de bascule. À ce moment-là, on est au sud du Maroc et je crois la veille. 24 heures avant de passer la frontière du sud du Maroc, donc de rentrer en Mauritanie. Et à ce moment-là, on a encore des trucs qui ne marchent pas, et on se dit avec Kitri, donc on avait replié le bivouac, le matin on monte dans la voiture pour rouler vers la frontière, et puis en discutant, on se dit non, c'est pas possible, et il faut qu'on n'est pas à l'aise avec cette question technique là. On sort de la voiture, on laisse les enfants à l'intérieur, on leur demande 10 minutes. On s'assoit par terre, je me souviens encore, on était adossés à la roue de la voiture et on se dit, ok, soit on rentre, on repart, on remonte en Espagne, on fait tout réparer, mais est-ce qu'on va avoir le courage de repartir ou alors on y va, on avance et on fait avec ce qu'on a et on accepte de trouver des solutions de contournement et d'être en mode dégradé. Bon. Et à ce moment-là, ces mots, solutions de contournement et mode dégradé, ça va vraiment être un peu comme un mantra qu'on va réutiliser souvent. Et donc, du coup, on choisit de remonter en voiture et de descendre, de passer la frontière. Voilà. Et là, il y a vraiment, je crois, ce jour-là, il y a un déclic fort. Parce qu'on l'a choisi, en fait. Oui, vous avez accepté que ça se présentait comme ça. Au fond, est-ce que tout ce qui touche au fond, parce qu'on a bien compris sur l'aspect technique et les surprises que ça peut révéler, on sait aussi que le passage de frontière, et pour toutes les personnes qui sont sorties de l'espace Schengen, quand on se retrouve confronté aux questions de visa, de papier, on peut se rendre compte de la lourdeur administrative que cela peut engendrer. Est-ce que tout ça, on l'évacue dans l'année de préparation du voyage, ou est-ce que inévitablement, lors du voyage, à voir vos têtes, j'imagine que par conséquent durant le voyage ça doit aussi s'inviter, est-ce que ça fait aussi partie du voyage inévitablement? Ah oui, ça prend une grande partie du voyage. Surtout en Afrique. Non, en fait, quand vous partez en voyage comme ça, vous ne pouvez pas du tout avoir vos visas 1 an à l'avance. Ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, de pays en pays, on peut aller demander les visas pour les pays suivants. Donc ça veut dire que dès que vous êtes par exemple au Maroc, il faut que vous preniez votre visa pour, on avait pris pour
Pour la Mauritanie. Pour la Mauritanie, je crois qu'on avait pris pour le Mali aussi. On avait pu. Voilà. Et puis, il y a certains pays, quand on arrive, ils sont difficiles, ils acceptent difficilement qu'on prenne le visa pour le pays suivant. Il y a des, voilà, c'est le côté africain. Donc, il faut parlementer, il faut venir plusieurs fois à l'ambassade, il faut montrer patte blanche. Alors, du coup, on y allait en famille pour un peu amadouer, voilà, expliquer notre voyage, qui est complètement aussi pas connu, quoi, enfin, peu connu. Donc oui, on a passé quelques heures dans les ambassades. Voilà. Et puis, quand ça devenait trop long, notre attente, parce qu'ils aiment bien faire attendre quand même, on disait aux enfants, allez-y, faites tout ce que vous voulez. Mettez le bazar. Et quand ils en avaient marre d'entendre mes enfants crier, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Du coup, ils nous recevaient et puis là, on pouvait commencer à parlementer. Non, mais ça reste des bons souvenirs quelques années après. C'est vrai que sur le moment, il y a eu des petits coups de stress et d'adrénaline. Et puis après, on est aussi limité en temps sur le pays, au niveau de notre visa. Donc, je me souviens, il y avait du coup des visas qui commençaient à courir alors qu'on n'était pas encore sorti du pays précédent. Et voilà, et en fait, du coup, évidemment, ça peut contraindre pas mal le voyage s'il y a une panne, s'il y a quoi que ce soit. S'il y a un enfant malade qui nous ralentit dans la descente. Est-ce qu'au fond, on remplace les contraintes du quotidien? Vous évoquiez tout à l'heure, Antoine, ce départ avec les gens qui rentrent du travail et qui rentrent à la maison après une longue journée de travail. Est-ce que vous, au fond, à un moment, la contrainte peut parfois être effectivement le fait qu'il va falloir légèrement accélérer pour pouvoir rentrer dans le pays suivant? Oui, mais en fait, on est obligé de faire avec les contraintes qui arrivent au fur et à mesure et d'adapter. Alors, ça a des contraintes de temps, c'est des contraintes de rencontres aussi. Alors, donc oui, on a dû accélérer la fin de certains pays pour sortir rapidement. Sortir le dernier jour du visa. Mais ça reste le voyage, ça reste l'aventure. Donc, c'est pas du tout vécu de la même manière qu'une contrainte administrative en France. Je ne sais pas. Et justement, je vais évacuer cet aspect des contraintes pour qu'on se concentre sur quand même ce qu'il y a de plus beau et d'essentiel. J'imagine que c'est les rencontres humaines que l'on fait durant ces moments-là, ces temps de partage, que ce soit entre vous, en famille, mais aussi avec les gens que vous rencontrez sur la route. On a dû vous poser 1000 fois cette question, mais est-ce qu'il y a une ou deux rencontres sur ce périple de 18 mois qui vous a particulièrement marqué et qui revient naturellement à l'esprit aujourd'hui avec le recul? Clairement, on a rencontré des centaines et des centaines de personnes, et tout type de personnes. Alors, beaucoup de populations locales. Quand vous voyagez avec votre véhicule, vous traversez l'intérieur des pays, donc on va là où personne ne va. Et donc, on a eu des très belles rencontres avec des populations locales. On a aussi visité beaucoup de missions, de paroisses. Donc, on a rencontré des missionnaires qui donnent leur vie entière dans certains pays. On a vu des volontaires, des coopérants qui partent vivre 1 an, 2 ans, mettre leurs compétences au service d'un projet. On a aussi rencontré les communautés françaises et européennes d'expatriés, et puis également des membres de gouvernement. Donc ça fait une palette très large en termes de rencontres, ce qui du coup était très enrichissant. Mais je crois que alors il y a beaucoup de rencontres un peu pépites, mais moi je dirais que la première qui nous a mis un bon gros coup sur la tête, c'est la famille, c'est la rencontre avec El Ouazali. Là, on arrive au Maroc, ça fait 36 heures qu'on est au Maroc. On est un peu déphasé à tout niveau. Et un soir, on cherche à poser notre tente quelque part en sécurité. La nuit commence à tomber, on tourne, on ne trouve pas. Il est 19h, les enfants ont faim, ils sont fatigués. Nous, on ne sait pas où mettre la tente. Enfin bref, ça commence à devenir une situation un peu tendue. Et là, sur un petit chemin entre 2 champs, on tombe sur un gars, on lui explique qu'on cherche un endroit pour trouver une tente. Et puis, il parle à peine 2 mots de français, et il nous dit, bon, en fait, vas-y, viens, je vais te montrer. Il était avec sa charrette et son cheval. et on comprend finalement qu'il nous emmène chez lui. Et on s'est dit, avec Itri, on est en train de suivre un gars qu'on ne connaît pas, et on est en train de remettre un peu notre vie, entre guillemets, dans les mains d'un inconnu.
Et on rentre dans une cour, il nous fait rentrer dans une cour avec une baraque au fond. Et je prends hyper large avec la voiture pour balayer le plus largement possible avec les phares pour voir à peu près où est-ce qu'on arrivait. Donc, on n'était pas serein, quoi. Et je dis à Kitry, là, on ne peut plus faire demi-tour. On est bloqué, coincé. Si les gars veulent nous dépouiller, c'est le bon moment. Et en fait, ils vont nous accueillir comme leur propre famille. Ils n'ont rien à manger. Mais je sais pas, ce soir-là, ils ont trouvé de la viande et ils ont fait un truc là. Et toute la famille débarque et on va être nourris, logés, aimés comme des gens de leur famille. Voilà. On va dormir par terre sur cette dalle en béton là, ce soir-là, qui en fait est leur quotidien à eux. Et là, ce jour-là, on prend une grosse claque sur la question de l'accueil et de faire confiance à l'inconnu. C'est des moments comme ça où on se dit, là pour le coup, oui, clairement, c'était la bonne décision à prendre il y a quelques mois en arrière. On se dit surtout, c'est ça qu'on voulait vivre, quoi. Voilà, c'est ça qu'on voulait vivre. Pour rappel, pourquoi est-ce qu'on est parti? On est vraiment parti d'abord pour vivre un temps en famille, un temps privilégié avec nos enfants. On est aussi parti en se disant clairement, on veut et on souhaite se rencontrer toutes les populations que nous allons croiser sur notre chemin, allant du policier jusqu'à, comme l'a dit Antoine. Et on voulait aussi montrer aux enfants la beauté de notre monde, quoi. Justement, les enfants, quel changement vous avez pu observer chez eux au fil des mois? Est-ce qu'on voit assez rapidement l'impact du voyage sur leur développement? Oui, alors après, ils sont hyper adaptables. Donc en fait, c'était rigolo parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il y avait des choses très différentes de la France, les maisons, les habitations, la pauvreté qui est à notre fenêtre, donc qui est criante. Ils voient bien les enfants voyaient bien tous ces petits enfants dans la rue qui mendiaient, qui étaient habillés de guenilles, etc. J'allais dire à la fois, ils regardent ça avec un regard d'enfant très simple, en disant c'est la réalité d'ici. Ça ne les empêchait pas d'aller jouer avec les petits-enfants quand on se posait sur un bivouac. Il y avait tout de suite 50 enfants qui débarquaient. On ne savait pas trop d'où, mais du village pas loin, on était, voilà. Et ça ne les empêchait pas de jouer avec ces enfants-là. Les enfants ont souvent laissé des jeux aux petits copains, qui vraiment, ils avaient bien accroché. Donc, nos enfants ne sont pas partis avec beaucoup de jeux. Vous imaginez que dans notre petite remorque, on n'avait clairement pas beaucoup d'affaires, mais on était quand même partis avec un petit sac de jeux, et quand nos garçons laissaient une petite voiture à un autre petit garçon africain, on savait que pour eux, c'était aussi un dépouillement, et du haut de leurs 4, 5 ans, 6 ans, franchement, c'était hyper beau de voir ça, cette générosité. Spontanée, ouais. À l'origine, vous aviez prévu de passer 9 mois en Afrique et puis après direction l'Amérique latine pour 9 mois encore de voyage et de périple. En cours de route, il y a un moment où on se dit on va faire bouger les lignes de ce qu'on avait écrit initialement. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on disait un petit peu au début de ce temps ensemble, c'est que le voyager, ça prend du temps. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que ce qu'on aimait dans ce voyage avec Antoine et les enfants, c'était justement de prendre le temps. De se poser plusieurs jours sur le même lieu de bivouac, d'aller à la rencontre vraiment un peu plus en profondeur des personnes qui voulaient bien nous accueillir. Et on a regardé le chemin qui restait à parcourir et on s'est dit, en fait, si on veut faire le projet initial d'aller en Amérique latine, il faut qu'on trace. Et en fait, on va passer à côté de entre guillemets, plein de pays, plein de choses, plein de rencontres. Et on se dit, mais c'est pas ça qu'on veut vivre. Le plus important, c'est pas de cocher le nombre de pays qu'on aura visités pendant notre voyage, mais c'est vraiment plus le fond, quoi. Et donc, on s'est dit, non, on continue, on voyage tranquillement. En plus, on est arrivé dans une zone d'Afrique où on avait des visas qui duraient 3 mois, en Afrique australe notamment. Et en fait, où vraiment, on allait pouvoir profiter des pays et vraiment pouvoir profiter de l'intérieur, quoi. Je pense qu'il y a aussi vraiment la prise de conscience de se dire que aller à la rencontre et vivre la rencontre, eh bien en fait ça prend du temps. Je me souviens quand on arrivait parfois certains soirs dans un village au milieu de nulle part,
On arrive en fin d'après-midi, on se présente, on va voir le chef du village, on demande si on peut dormir la nuit ici. Voilà, une famille française avec ses enfants et tout. Et en fait, tout de suite, on se retrouve invité et on ne peut pas repartir le lendemain matin. C'est pas possible. Parce que le lendemain matin, ils vous attendent Ils sont et attaqués. il n'y a personne qui s'intéresse à ces gens-là. Alors, du coup, ils vous disent bah, attendez, viens, je t'emmène, on va aller visiter l'école. Du coup, vous visitez l'école, vous allez de classe en classe, tout le monde vous fait un mot d'accueil. Ensuite, il faut aller visiter le dispensaire. Et puis après, finalement, il y a le maire ou le curé ou l'oncle de je sais pas qui est là, qu'il faut aller voir, etc. Et les anciens du village. Donc, en fait, vous restez 3 jours. Et voilà. Mais c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse, parce que dans nos voyages modernes, le plus souvent, on file d'un point A vers un point B sans prendre le temps de pouvoir toujours profiter des gens qu'on a à proximité. Vous, pour le coup, vous avez réellement pu, alors avec les contraintes bien sûr qui sont inhérentes à ce type de voyage, mais oui, pu réellement vivre cette expérience et pouvoir la partager. Est-ce que du coup, l'Amérique latine, ça reste dans un coin de votre esprit et on se dit que ça sera l'occasion peut-être dans quelques années de repartir. Bon, je le rappelle pour nos auditeurs, hein, France, Espagne, Portugal, Afrique, en Afrique, le Maroc, la Mauritanie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, Congo, République, la RDC, Angola, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambique. Et enfin, on arrive en Afrique du Sud. J'ai oublié quelque chose en cours de route. Il y a eu un pays que j'ai zappé dans mon listing. Il y a presque un peu trop. Il n'y a pas de Mozambique. Ah. Mais c'est pas mal. Mais on est pas mal. Et l'Afrique du Sud. Vous avez une bonne géographie. Est-ce que du coup aujourd'hui, voilà, là maintenant, l'Amérique du Sud, ça pourrait être quelque chose qui vous tente et dans la deuxième partie qui arrive là dans moins de 2 minutes, on va revenir un petit peu sur votre vie d'aujourd'hui parce que vous êtes avec nous ce matin, vous avez largement atterri de votre voyage et repris une vie différente. On va y revenir. Est-ce que ça pourrait être l'objet d'un autre périple où on se dit que ce genre de choses, parfois il y a des choses dans la vie, c'est bien de les vivre une fois, mais il faut que ça reste unique pour conserver un petit peu tout son sel et sa saveur? Alors aujourd'hui, il n'y a aucun projet, c'est promis, il n'y a aucun projet prévu. Néanmoins, depuis notre retour d'Afrique, nous avons eu la joie d'accueillir un autre enfant, donc une petite fille qui a aujourd'hui 3 ans et qui commence à voir toutes les photos d'Afrique et qui dit « Et moi, j'étais où ? Et moi, j'étais où ?» et donc, du coup, on promet à Sybille, on lui a dit « Ma Sybille, promis, un jour, peut-être, toi aussi, tu auras droit à ton voyage. » Voilà, mais aujourd'hui, notre voyage, il est effectivement ancré en Dordogne, voilà, à Échourgnac, et pour l'instant, c'est super. Ouais. On n'a pas parlé au milieu de tout cela de la géopolitique de ce continent africain qui est parfois complexe et on le voit aujourd'hui encore dans l'actualité. Alors les années et les mois font que ça bouge relativement vite, mais est-ce que cette réalité politique et géopolitique vous a rattrapé par moments dans ce voyage? C'est un sujet qui est éminemment complexe et donc c'est difficile de le résumer. Oui, ça bouge très très vite. On a pendant notre voyage s'est tenu au courant un peu des évolutions de ce qui se passait dans chacun des pays, mais on a touché du doigt effectivement la façon dont on pouvait être impacté sur les relations diplomatiques qu'il peut y avoir entre la France et certains pays d'Afrique dans le cadre de l'obtention de nos visas ou de l'entrée sur tel ou tel pays, même parfois de la relation qu'on pouvait avoir avec les gens, les populations locales. Le fait d'être français facilitait ou au contraire rendait très difficile nos interactions localement avec les populations. Voilà. Et puis évidemment toutes les questions sécuritaires voilà, qui évoluent très 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 vite et avec lesquelles il a fallu composer une fois ou deux, voilà, pas toujours de façon évidente. Mais c'est ce qui rend ce continent aussi beau et complexe à la fois. Ça fait partie... fragile, mais très beau. Et ce qu'on a vécu, c'était il y a déjà quelques années, et il y a des pays aujourd'hui qu'on ne pourrait plus traverser, malheureusement. Et donc voilà, ce qui était vrai il y a 5 ans, ne l'est plus forcément. Donc voilà, c'est important de l'avoir bien en tête. On a pu faire et traverser certains pays. Voilà, on ne pourrait plus traverser en voiture aujourd'hui.
C'est un regret justement de se dire que ces zones-là que vous avez pu traverser, les rencontres que vous avez faites aujourd'hui sont d'une certaine façon hors de portée de main? Bah, dans l'espérance, voilà, moi je crois que rien n'est jamais acquis pour toujours. Voilà. Mais après, oui, c'est triste et c'est désolant de voir certains pays qui s'enflamment en l'espace de quelques jours pour des histoires toujours voilà, très très compliquées. Et c'est souvent quand même la population locale qui trime en premier, quoi. Donc oui, c'est dur. Moi, j'ai une pensée pour plein de. Enfin, quand on évoque ces sujets, je vois les visages de toutes ces personnes qui finalement se retrouvent complètement prisonniers de ces situations et qui sont les premiers voilà, qui sont pénalisés, voilà, qui hier avaient une activité professionnelle ou se débrouillaient, comme ils disent là-bas, voilà, qui pouvaient se déplacer en sécurité. Et aujourd'hui, on sait très bien et voilà, on voit, on imagine, si on ne voit pas, ce qu'ils peuvent vivre aujourd'hui. Et voilà, on a cette chance, nous, d'avoir pu s'extirper de ça, enfin, d'une certaine manière, mais voilà, eux restent vraiment pleinement prisonniers et avec des capacités de s'extirper de cette situation quasiment impossible. On va revenir dans le présent, si vous le voulez bien, alors qu'on rentre quasiment dans les 10 dernières minutes de cette émission. Vous avez donc atterri dans le Périgord, où vous êtes associé avec les sœurs de l'abbaye d'Échourgnac et la fromagerie de Trappes. Comment se passe cette rencontre? Alors, au fond, ça vérifie parfaitement ce que vous disiez au tout début de l'émission, hein, que quand on rentre, on est changé et qu'on n'a peut-être pas envie de retrouver sa vie d'avant. Est-ce qu'il y a eu un moment quand même de doute en se disant ça serait peut-être bien de reprendre la vie que l'on menait à la Chapelle-sur-Erdre, ou ça n'a jamais été réellement envisagé au retour du trajet? En fait, je pense que c'est important de parler d'un autre déclencheur qu'il y a eu. 1 an après notre voyage, après le début du voyage, on est à ce moment-là dans le désert en Namibie et il se passe un moment qui va être assez important. En fait, on casse le moteur de la voiture. Donc, on va être immobilisé pendant 7 semaines au milieu du désert. Et donc, avec Kitry, on doit s'improviser mécano, changer nous-mêmes le moteur, etc. et repartir. Et durant ces 7 semaines, on va prendre le temps, parce qu'on est bloqué au désert, 7 semaines, on prend le temps avec Kitry de se dire, OK, ça fait 11 ans qu'on est mariés, 1 an qu'on voyage, on a pris du recul sur plein de choses, c'est quoi la suite de notre vie? Et donc, on fait chacun de notre côté un petit travail d'écriture, où on va dire, bah, en fait, voilà, qu'est-ce que je veux pour, comment j'envisage notre vie de couple, notre vie familiale, sociale, professionnelle, matérielle, spirituelle, etc., etc. Donc, on fait le travail chacun de notre côté et puis on met en commun. Heureusement, ça matchait à 99%, donc il y a un petit pourcent d'ajustement. Voilà. Et dans ce projet, donc qui fait 7 pages, qu'on intitule Projet de vie familiale pour les années à venir, eh bien, voilà, on dit notamment le fait qu'on peut travailler ensemble, reprendre une activité entrepreneuriale, plus en proximité avec la terre, en tout cas moins hors sol, en milieu rural, à côté d'un lieu de vie spirituel, sur un métier de transformation, etc. etc. Je ne vous donne pas les 7 pages, mais en tout cas pour la dimension professionnelle, c'était ça. Et donc on rentre avec ce projet secret dont on n'avait parlé à personne dans nos valises et on arrive donc au mois de février 2020 en France avec ce projet. Voilà. Et de fil en aiguille, il se trouve c'est le début du confinement, on est à 15 jours du confinement là, à ce moment-là, et on s'installe comme c'était prévu dans le Périgord, en Dordogne, pour ce temps un peu d'atterrissage avant de reprendre une vie sédentaire plus classique, mais avec ce nouveau projet dans le cœur. Et de fil en aiguille, il se trouve qu'on rencontre pas mal de personnes, mais notamment la communauté des Sœurs d'Échourgnac. Et très spontanément, on leur raconte d'où on vient, notre histoire et notre projet. Et à ce moment-là, elles nous disent, mais c'est drôle, parce que nous aussi, on a un projet et on attend quelqu'un. Voilà. Notre fromagerie est une PME florissante, mais qui est une charge trop lourde à porter, parce que nous, on a envie, on est là pour travailler de nos mains, mais gérer une entreprise, personnel, salarié, etc., c'est moins notre truc. Et donc, on attend quelqu'un pour nous épauler sur cet aspect-là.
On est d'accord que l'agroalimentaire, à ce moment-là de vos carrières, et pour l'un et pour l'autre, c'est une découverte totale, c'est ça? Ben, moi, je soignais des gens. Maintenant, je soigne des fromages. Oui, c'est une autre Donc, façon. on Oui. n'est pas loin. Non, en vrai, on avait, voilà, à part qu'on aimait beaucoup le fromage et que le fromage nous avait fortement manqué pendant notre voyage en Afrique. Et sinon, on n'avait pas de... Et comment on se prépare du coup? Vous suivez une formation professionnelle pour vous spécialiser dans le domaine? On essaie de s'armer avant de se lancer dans cette nouvelle aventure? Je me souviendrai le jour où on devait signer cette collaboration avec les sœurs. Je refais un tour de la fromagerie avec nos partenaires juridiques. Et je vois l'intérieur de la fromagerie et je me dis, mais on est complètement tarés. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, voilà, on connaît rien au monde du lait, du fromage, de l'agro, etc. Finalement, ça renvoie à des questions qu'on s'était posées quelques années plus tôt. Voilà. Et en fait, tout simplement, les sœurs et les employés, on leur a demandé de nous former. Et donc, on a passé 6 mois de formation en cave aux côtés des équipes qui nous ont appris, partagé la connaissance du métier d'affineur. En fait, ce qui est très beau, c'est que quand les sœurs rentrent au monastère, à Échourgnac notamment, et puis même c'est vrai pour tous les monastères, en fait, il y a vraiment cette culture de la transmission du savoir. Parce qu'aucune sœur non plus n'était fromagère à la base, quasiment pas. Mais il y a vraiment cette transmission de l'expérience, du savoir. Et en fait, du coup, on en a bénéficié comme les sœurs et comme d'autres employés qui suivent et qui ne viennent pas forcément tous du monde du fromage. Aujourd'hui, ça, c'est notre culture d'entreprise. Avec là le recul maintenant, est-ce que Antoine, par facilité d'une certaine façon, vous avez repris vos habitudes de start-upper et essayer d'appliquer ce que vous connaissiez? Est-ce qu'on garde, quoi qu'il arrive, les mains dans le fromage, justement dans l'affinage, parce que c'est le fond, c'est cette notion de transformation que vous évoquiez, elle est importante. Est-ce qu'il a aussi, on apprend forcément à vivre cette nouvelle aventure? Il faut se réadapter à une nouvelle façon de vivre, tout simplement. Je pense que de façon globale, c'est vraiment une nouvelle aventure. En tout cas, moi, je la vis dans mon quotidien comme une nouvelle aventure. Faut dire qu'on est passé de la savane africaine à la brousse périgourdine. On est en pleine forêt avec une faune très, très importante autour de nous. Donc, ça prolonge un peu l'Afrique du Sud. Voilà. Et donc, c'est vraiment une nouvelle aventure qu'on continue de vivre comme ça. Après, sur le plan professionnel, on n'avait pas l'ambition, et on l'a toujours pas, de faire la start-up du Trap Échourgnac ou une multinationale ou autre. En revanche, c'est sûr que nos compétences et nos talents qu'on développe ensemble qui sont maintenant de structurer, consolider, développer une entreprise, en tout cas la mettre sur les rails de l'avenir, c'est des choses qu'on fait naturellement, voilà, mais sans un objectif d'ultra ou d'hyper-croissance comme j'ai pu connaître plus tôt. Et on expérimente une forme, ce que j'appelle d'entrepreneuriat raisonné. Quelque chose qui s'inscrit dans le temps long, où on a le temps. Il nous reste 1 minute 30 pour grosso modo conclure, et donc on va forcément survoler ces derniers mois. Mais on s'inscrit, vous êtes d'une certaine façon les héritiers d'un savoir-faire, Kitri, vous l'avez dit tout à l'heure, qui se transmet. Est-ce que là aussi on se dit que c'est quelque chose qu'il faudra transmettre au suivant et qu'on doit le faire, et le faire bien sur le temps où on y est? Il y a 150 ans d'histoire fromagère qui nous précède. Donc on se sent forcément tout petit à côté de ça. Nous, on est là au-delà d'un projet professionnel, on est là dans le cadre d'un projet de vie, celui qu'on a écrit en Namibie. Et ce projet de vie il nous amène aujourd'hui à nous projeter sur une durée indéterminée, mais un temps long, un horizon lointain. Donc on est peut-être là encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. On n'est que de passage, mais avec cette responsabilité d'hériter de cette histoire de près de 150 ans et de la transmettre
à l'organisation, la situation, les sœurs ou pas les sœurs, enfin voilà, ce qui se présentera et ce qui se fera dans 10, 15, 20 ans. Avec le recul, c'était une belle aventure? C'est toujours une belle aventure? Non, mais c'est ça, c'est toujours. toujours une très très belle aventure, qui a beaucoup de sens et qui nous permet d'être vraiment unifiés. Et c'est ce qu'on cherchait après notre voyage en Afrique, là où on s'est senti unifiés. Voilà, pendant ce voyage, ben, en fait, on voulait vraiment pouvoir le vivre à nouveau, mais dans un cadre aussi professionnel. Et travailler ensemble, on faisait vraiment partie. Et ce travail qui a plus de, enfin voilà, qui a un sens hyper fort, bah, c'est super. Eh bien, un grand merci à tous les deux de nous avoir fait voyager à vos côtés, Kittery et Antoine Dumont. Donc, vous avez pu explorer un petit peu le continent africain, plus qu'un petit peu d'ailleurs, hein, une histoire qui nous rappelle que changer de vie, eh bien oui, c'est possible et que l'aventure, elle peut prendre de nombreuses formes, des steppes africaines aux caves d'affinage du Périgord. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec les auditeurs de Radio Grand Ciel et Radio Fidélité. Et belle continuation à vous. À très bientôt. Merci Simon pour votre accueil. À bientôt.